Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a fait une sortie médiatique très remarquée ce dimanche à Minsk. Il a répondu au chef de la diplomatie allemande Guido Westerwelle qu'il avait qualifié de dernier dictateur d'Europe. Guido Westerwelle crie à la dictature. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit mieux vaut être dictateur que homosexuel, mais Dieu jugera par lui-même. And when I asked the question, where are we going, they said that we are heading towards the Russian border and that I'm going to be a subject of the group rape. Constant fear of people is the sign of dictatorship in the country. You are afraid to say a word, you are afraid to wear wrong clothes. It's in the mind, it's not in the soldiers on the streets. Поведаю вам я историю наций, страна на востоке, где холод не тот, кем он кажется. Владыка здесь правил с момента моего рождения, рукой запрещал малейший намек не доверию. Однако народ тот прочувствовал жажду свободы, а самая жажда сметает суровость зимы Господь. Ты родная страна, насилие не заставит оставить нашу борьбу. Беларусь, моя ты родная страна, будьте уверены, что мы не сдадимся. Bon, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, un nouveau reportage. Si je vous filme, c'est parce que là, mon projet, il est quasiment fini, mon projet de voyage pour la Biélorussie. J'ai enfin booké mes billets d'avion pour aller en Biélorussie. Ça a été une petite galère quand même. Faut savoir que j'ai ce projet d'aller en Biélorussie depuis 2020, mais avec les manifestations et le Covid, c'était vraiment très compliqué d'y aller. Si je vous dis Roman Protasevich, est-ce que ça vous dit quelque chose? Si ça vous dit pas quelque chose, c'est normal, le nom est assez compliqué, mais par contre, un avion détourné en mai 2021, peut-être ça vous dit quelque chose. Et en fait, c'est l'histoire de ce journaliste biélorusse qui a été kidnappé en plein vol. En fait, il a pris un avion d'Athènes, donc en Grèce, pour aller à Vilnius en Lituanie, la capitale de la Lituanie. Et en fait, sur le chemin, l'avion est passé au-dessus de la Biélorussie. Et un avion de chasse a intercepté l'avion. C'était un Ryanair, hein, c'était un avion civil, en prétextant une alerte à la bombe. Suite à ça, l'avion s'est posé de force en fait à Minsk. Et la police a arrêté Roman Protasevich. Et il est depuis en prison. Je vous l'expliquerai un peu plus en détail dans la vidéo. C'est une affaire complètement folle. C'est un État, un gouvernement qui a kidnappé un avion civil européen. Donc suite à ça, l'Union européenne a mis plein de sanctions de partout, et notamment au niveau des vols, ce qui fait qu'il n'y a plus de direct pour aller à Minsk. Donc avec ça, ça a déjà été un petit bordel pour y aller. Mais par contre, j'ai eu quelques petits problèmes. Déjà, mon billet de hier que j'ai réservé, il a été annulé quelques heures après pour aucune raison. Je pense que l'avion n'était pas assez plein. Sauf que je vais probablement pas être remboursé de ce billet d'avion. Avec les compagnies aériennes, faut savoir que même si t'as booké ton avion et que c'est eux qui te l'annulent, des fois t'es pas remboursé. Enfin, faut pas chercher, c'est les compagnies aériennes. Et j'ai réservé suite à ça un billet d'avion et c'était avec la compagnie aérienne Aeroflot. Donc c'est russe, je crois. Et en fait, ça faisait Paris-Moscou, Moscou-Biélorussie. Donc je me suis dit nickel. Sauf que je me suis rappelé que quand tu allais en Biélorussie, il fallait surtout pas que tu passes par la Russie. En fait, ils ont un système un peu bizarre, mais ils sont tellement proches de la Russie en termes de relations que si tu vas en Russie puis en Biélorussie, quand tu arrives en Russie, c'est considéré comme une frontière interne, ce qui fait qu'ils t'acceptent pas en Biélorussie parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas pu te contrôler. C'est vraiment très bizarre. Donc cet autre billet d'avion, je vais pas me le faire rembourser. Là, c'est un peu plus de ma faute, mais c'est quand même avec des règles un peu bizarres. Donc ça fait 2 billets d'avion que je me fais pas rembourser, mais là c'est bon, je pars début octobre en Biélorussie, c'est sûr et certain, et je crois pas qu'il va être annulé, donc c'est nickel. Par contre, j'avais été étonné quand je suis allé me renseigner pour aller en Biélorussie. Quand tu viens de France, quand tu es français, tu n'as pas besoin de visa pour aller en Biélorussie si tu restes moins d'1 mois ou moins de 3 mois, mais je crois que c'est moins d'1 mois. Donc j'ai pas besoin de papier. Le seul papier que j'ai besoin, c'est un papier d'assurance de rapatriement. En gros, s'il m'arrive quelque chose en termes de santé, c'est pris en charge par mon assurance justement. Et papier du Covid, fallait que ça soit en anglais ou en russe. J'ai aussi le papier de la vaccination. Donc voilà, j'ai hâte. J'ai hâte aussi de pouvoir retourner en France pour organiser d'autres choses pour ma vidéo, pour aller un peu plus loin
en profondeur. Je pense, me connaissant, j'ai dû le mettre en introduction, mais je vais sûrement essayer d'interviewer des opposants politiques à Loukachenko, mais pour ça, il fallait que je revienne en France parce que c'est un peu risqué. Je pense que toutes leurs relations sont étroitement surveillées, et si je les contacte avant d'aller en Biélorussie, il se peut que soit je sois interdit de territoire, soit je sois étroitement surveillé, et j'ai pas envie, j'ai envie de devenir incognito. Donc voilà, ça peut paraître parano, mais je pense que je fais bien de faire ça, parce que vu ce que j'ai pu lire en m'enseignant, leur service secret qui s'appelle le KGB, c'est le seul pays russophone à avoir gardé l'appellation KGB, ils sont vraiment très actifs, notamment sur internet, ils font vraiment très attention à tout ce qui peut toucher à la dictature, à l'opposition politique, donc c'est pour ça, je fais vraiment très attention, je vais essayer de les contacter, les personnes que j'ai en tête, après mon retour en Biélorussie. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que c'est la dernière dictature d'Europe. J'ai aussi beaucoup hâte de vous montrer tout ce que je vais pouvoir voir et vous parler de l'histoire de ce pays qui est quand même assez mystérieux. Bon, on est le 1er octobre, je pars dans 5 jours, c'est bon. Et c'est bon aussi, j'ai tout ce qu'il faut. Là, l'avion, il peut pas être annulé, enfin... ça m'étonnerait, donc c'est sûr à 100% que je pars en Biélorussie. Deuxième bonne nouvelle pour moi en tout cas, c'est que j'ai trouvé un sponsor. Comme la vidéo de la Corée du Nord, il me fallait un sponsor pour partir là-bas parce que ça me coûtait beaucoup trop d'argent, c'était pas assez rentable. Donc là le sponsor c'est NordVPN, je suis trop content parce que c'était un peu galère pour trouver, c'était un peu le rush. Donc grâce à un VPN, grâce à NordVPN, tu peux camoufler ton identité sur internet, tu peux faire croire que tu viens d'un autre pays, tu peux faire croire que tu as une autre adresse IP et ça permet de pas donner tes informations à des sites que t'as pas envie qu'ils aient tes informations. Alors moi personnellement ça va me servir quand je vais aller en Biélorussie parce que je sais qu'ils surveillent pas mal les connexions, les recherches, etc. Donc quand je vais me connecter sur mon mail, quand je vais me connecter sur mes réseaux sociaux, je vais utiliser un VPN parce que on sait jamais, je suis peut-être un peu parano mais je fais gaffe quand même à ce que je peux envoyer là-bas. À côté de ça, le VPN est aussi très utile pour la loi de la chronologie des médias. C'est à cause de cette loi-là qu'on n'a pas les films directement en VOD quelques mois après la sortie en salle. Avec cette loi, ça met plus d'1 an voire 2 ans avant d'arriver en VOD, arriver sur Netflix, arriver sur Amazon Prime, arriver sur Disney+. Grâce à un VPN, tu peux par exemple te mettre aux États-Unis et avoir accès au Disney+ US et donc avoir accès à des films en avance au lieu d'attendre 1 ou 2 ans avec la loi de la chronologie des médias. À côté de ça, NordVPN, ils font en sorte d'avoir 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc ça permet de tester le service et si t'es pas satisfait du service, tu peux te faire rembourser facilement. Et en plus de ça, forcément, vu qu'on est en partenariat, j'ai une grosse promotion pour vous. Il y a le lien en description, n'hésitez surtout pas à cliquer dessus. Testez si ça vous donne envie. En tout cas, moi je remercie beaucoup NordVPN, ils ont bien voulu m'accompagner sur ce projet, donc en tout cas n'hésitez pas à les remercier en commentaire. Merci à NordVPN et puis je crois qu'on peut commencer la vidéo. Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau reportage dans la même lignée que mon reportage sur la Corée du Nord, où cette fois-ci je suis allé dans un pays très particulier et surtout méconnu, la Biélorussie, considérée comme la dernière dictature d'Europe. C'est une idée de reportage que j'avais eue depuis 2020 après les manifestations à Minsk, la capitale biélorusse, où le gouvernement a réprimé très violemment la population qui s'opposait à l'élection du dictateur Alexandre Loukachenko. Malheureusement, avec le Covid, c'était quasiment impossible de pouvoir s'y rendre, mais j'ai réussi à aller à Minsk pendant une semaine en octobre 2021. Je tiens à préciser que comme pour le reportage en Corée du Nord, j'ai organisé toutes ces vidéos seul. Je n'ai pas une équipe de journalistes, j'ai filmé là aussi tout seul. Je vous le précise pour que vous compreniez que je n'ai pas les moyens d'un gros média et que je n'ai aucun intérêt ou but particulier derrière. Ce genre de vidéo n'a que comme but de vous informer, vous intéresser à des pays mystérieux que l'on connaît que très peu et vous transmettre mon ressenti pour avoir été dans le pays. Et je vous annonce dès maintenant que je souhaite réaliser chaque année au moins une fois un reportage dans une dictature ou un pays qui y ressemble. C'est un projet que j'ai voulu réaliser depuis ma vidéo en Corée du Nord. Certains pays sont bien plus difficiles d'accès que la Corée pour s'y rendre et s'informer, mais je souhaite vraiment me tenir à un pays ou plus par an. Je tiens à préciser certaines choses parce que je sais que certains aiment beaucoup les polémiques. Je n'encourage absolument pas le tourisme dans ce genre de pays. Je pense que les gens connaissent suffisamment mon travail pour savoir que je réalise ce genre de vidéo pour un réel travail de fond, non pas pour juste faire le malin et faire des vlogs dans ce genre de pays à risque. Je ne suis pas journaliste de métier, mais je pense que c'est là aussi la force de mon travail. Encore une fois, mon seul objectif c'est de vous intéresser et vous produire un contenu de qualité. D'ailleurs, si vous avez des idées de pays que vous voulez absolument voir dans le même genre que le reportage en Corée du Nord ou celui-ci, n'hésitez pas à en proposer en commentaire. Je voulais aussi vous dire à quel point il est difficile de traiter du sujet de la Biélorussie et plus généralement de ce genre de dictature très fermée. Même la presse internationale n'a pas accès
au pays. Et vous verrez que les témoignages des gens qui interviennent dans cette vidéo sont ceux qui permettent vraiment de prendre conscience de ce qui se cache derrière ce que j'ai pu observer en me rendant là-bas. C'est leurs paroles qui nous font comprendre la dictature. Je sais aussi qu'en faisant cette vidéo, certains pourront regretter que je n'aborde pas tel ou tel aspect de la dictature, de l'histoire ou de la géopolitique. J'espère que vous comprenez que j'ai imaginé cette vidéo comme une introduction au sujet de la Biélorussie, un premier pas pour que n'importe qui puisse avoir les bases de connaissances pour aller ensuite par lui-même se renseigner et se forger son propre avis. Je voulais aussi vous dire qu'il est très difficile pour moi d'utiliser un vocabulaire qui ne m'attire aucune critique. Rien que le mot Biélorussie, par exemple, que les opposants au dictateur rejettent, car ils le trouvent trop soviétique et préfèrent à la place utiliser le nom Bélarus. Pour ma part, j'ai décidé d'aller au plus simple et d'utiliser le vocabulaire utilisé le plus souvent dans les médias avec un recul critique si nécessaire. Pour finir, en ce qui concerne les questions géopolitiques, je préfère être très clair là-dessus. Cette vidéo a été réalisée dans le seul et unique but de refléter au mieux la réalité de ceux qui vivent sous le régime biélorusse et de donner cette réalité à entendre à tous ceux que cela pourrait intéresser, à commencer par vous qui me suivez. Maintenant que mes intentions sont claires, il est temps de se rendre dans l'une des dernières dictatures d'Europe. La Biélorussie ou Bélarus, c'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale un État au sein de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, gouverné autrefois par Lénine, qui est pour résumer une figure du communisme et le fondateur de l'URSS. À sa mort, c'est Staline qui gouverne l'URSS, mais après la guerre froide et l'invasion de l'armée russe en Afghanistan, l'Union soviétique s'effondre le 25 décembre 1991, suite à la démission du président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, qui officialise la séparation des différents États au sein de l'Union soviétique, pour les rendre indépendant. Et c'est donc dans cette période que la Bélarus gagne son indépendance. Certains l'oublient souvent, mais ce qui a notamment accéléré la chute de l'URSS, c'est la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Le coût financier d'une telle catastrophe, mais aussi et surtout le coût moral, ainsi que l'image de l'URSS entachée à jamais, a précipité sa fin. Et ce que beaucoup ne savent pas par rapport à cette catastrophe, c'est que l'Ukraine, où se situe la ville de Pripyat, où a explosé le réacteur de la centrale nucléaire, n'est pas forcément le pays qui a subi le plus de dégâts dans cette histoire. Pripyat se situe à seulement 40 km de la frontière biélorusse. Et pour vous donner une idée de l'ampleur des dégâts en Biélorussie causés par cette catastrophe, 70% du nuage radioactif a déposé ses particules radioactives au-dessus de la Biélorussie. Un quart du territoire biélorusse est contaminé et une grande partie est ce que l'on appelle une zone d'exclusion, où il est impossible d'habiter, voire de s'y rendre. Ce pays est le grand oublié de cette catastrophe. Pendant mon séjour en Biélorussie, j'ai pu me rendre dans cette zone d'exclusion, une zone interdite au public et aux habitants du fait des hauts taux de radioactivité. J'ai pu l'observer pendant toute une journée et filmer l'intérieur des habitations, des écoles et des bâtiments de l'époque soviétique des années 70-80 qui sont restés figés depuis plus de 35 ans. C'est un endroit assez exceptionnel parce que comparé à Pripyat, le lieu de la catastrophe, il n'y a quasiment pas de personnes pouvant visiter la zone d'exclusion en Biélorussie. C'est donc un endroit ultra conservé comparé à Tchernobyl où énormément de touristes ont pu visiter. Je vous annonce donc qu'il y aura sur la chaîne un reportage sur la catastrophe de Tchernobyl, mais du côté de la Biélorussie, un côté que très peu de personnes connaissent. Vous allez pouvoir découvrir l'histoire de ces lieux, un endroit qui n'a été ouvert au public que très récemment. Le reportage va être inédit, j'ai pas vu une seule chaîne YouTube française ou de youtubeurs français en parler. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ce que j'ai pu filmer et l'histoire de cette zone. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche pour ne pas louper cette future vidéo. Pour revenir à la vidéo, il faut après vous avoir expliqué l'origine du Bélarus, vous expliquer l'origine et qui est l'homme à la tête de cette dictature. Un nom que vous avez peut-être déjà entendu, Alexandre Loukachenko. On est donc juste après la chute de l'URSS. La Biélorussie émerge de cette séparation des États maintenant indépendants et doit donc se doter de son propre gouvernement, constitution mais aussi président. C'est à ce moment-là qu'un homme jusqu'alors inconnu, Alexandre Loukachenko, commence à gagner le cœur d'une partie de la population. À l'époque de l'URSS, ce dernier a servi dans l'armée, dirigé des fermes collectives et a monté les échelons au sein du Parti communiste jusqu'à entrer au Parlement en 1990, un an avant la chute de l'Union soviétique. Candidat pour les élections présidentielles, il fait campagne sur la lutte anticorruption, un thème qui est au cœur de son mandat de député depuis qu'il a été élu. En effet, Loukachenko dénonce depuis le début de l'indépendance des élites mafieuses corrompues. Il accuse parfois sans fondement des personnalités très haut placées et devient ainsi très populaire auprès de nombreux électeurs. En 1994, au moment des élections, Loukachenko obtient 40% des voix au premier tour et 80% au second. À 40 ans, il réussit à arriver au pouvoir par les urnes, ce qui en fait un président très jeune. À titre de comparaison, Emmanuel Macron est aussi devenu président à 40 ans en 2017. Une fois devenu président, Loukachenko
Loukachenko n'a à cette époque pas les pleins pouvoirs et fait d'ailleurs face à une forte opposition, surtout au sein du Parlement. Il décide pourtant de mettre en place des mesures se rapprochant de la période soviétique, contrairement aux nouveaux États de l'après-URSS, qui s'ouvrent eux à la logique capitaliste. Loukachenko double le salaire minimum, garde le contrôle de l'État sur les productions et les prix, renforce les services publics, etc., etc. Ces mesures rassurent une partie de la population, principalement rurale, totalement déstabilisée par la chute de l'URSS et par l'immense crise économique que cette dernière avait engendrée au Bélarus. Dans cette république si jeune où 90% des habitants parlent le russe et où la crise économique s'aggrave, Loukachenko joue sur la nostalgie de l'URSS et se présente comme le dernier rempart face à l'effondrement. Mais son coup de force, Alexandre Loukachenko, va l'effectuer en 1996. Il décide cette année-là de changer la constitution par référendum pour allonger son mandat et s'octroyer plus de pouvoir. En plus de jouer sur la corde sensible de la population bélarusse, Loukachenko s'assure du vote en organisant une fraude massive. L'opposition est bannie des médias, un flou s'installe autour de l'organisation du scrutin et Loukachenko finit par revendiquer 70% d'opinion favorable à sa réforme. Bien entendu, beaucoup de personnes rapportent des cas de corruption lors du dépouillement des votes. L'opposition au président s'élève au Parlement, comme dans les rues, où des dizaines de milliers de personnes défilent dans la capitale, mais Loukachenko, fort de ses nouveaux pouvoirs, met à pied le Parlement, emprisonne ses opposants et comble les sièges vides par ses fidèles. Dans les rues, les manifestations sont sévèrement réprimées. Les députés du Parlement qui ont essayé de lutter contre la mise en place des référendums pour que Loukachenko ait plus de pouvoir ont été violemment persécutés. Après avoir entamé une grève de la faim, des députés ont été chassés de force et battus par une unité de force spéciale biélorusse. Quelques années plus tard, en 1999, Loukachenko enclencha une purge de ses opposants en éliminant Yuri Zakharenka, l'ancien ministre de l'Intérieur, ainsi que 3 hommes politiques biélorusses. En 2020, un ancien agent secret biélorusse a parlé au journal allemand Deutsche Welle où il explique y avoir participé à l'assassinat de Yuri Zakharenka. Il explique que depuis, il s'est enfui de la Biélorussie et a des remords sur ce qu'il a fait. Il a même discuté avec la fille de Yuri Zakharenka pour s'excuser et lui raconter la vérité. Loukachenko ne recule donc devant rien pour contrôler le pouvoir et être le seul à la tête du pays. En 1999, le président du Bélarus vient de s'offrir les pleins pouvoirs et le pays bascule dans ce qui deviendra l'une des dernières dictatures d'Europe. Forcément, qui dit dictature dit aussi culte de la personnalité et propagande. Et vous allez voir que même si ce n'est pas aussi poussé qu'une dictature comme la Corée du Nord, où on retrouve des portraits des dirigeants partout et une volonté de transformer le dictateur en dieu, Loukachenko a mis en place un système bien rodé pour contrôler et influencer comme bon lui semble sa population. Dans les années qui suivent son élection, l'État renforce son modèle soviétique. Le régime subventionne et contrôle entre 70% à 90% de l'économie, et Loukachenko, isolé des puissances européennes depuis son coup de force électoral, reste très proche de la Russie malgré des relations compliquées, qu'on abordera un peu plus tard. Le dictateur a mis en place progressivement un régime autoritaire et très dur pour garder le pouvoir. Il va dans le même temps créer autour de sa personne une image d'homme fort, intouchable, héroïque, mais aussi proche des gens, du peuple, se faisant même appeler Batka, ce qui signifie papa. On peut notamment le voir se faire apporter des fleurs par des enfants dans des marches organisées. Tout cela fait bien entendu partie de la propagande de Loukachenko. Loukachenko se présente comme l'homme fort du pays parce qu'il estime être le dernier rempart contre les menaces qui entourent la Biélorussie depuis son indépendance. D'un côté la Russie et de l'autre l'Europe, 2 blocs pouvant avaler le si jeune pays. Pour contrôler et manipuler la population, il joue sur ce que certains appellent le populisme autoritaire. Le populisme, c'est le fait de politiquement pointer du doigt certaines élites ou divers problèmes de société et les mettre en opposition à ce que l'on appelle le peuple. En général, cela sert à toucher la population d'une façon simple et très directe, en jouant sur la corde sensible de la colère et des sentiments plus globalement. Ça permet d'avoir une image de personne entière, sincère, de s'identifier au peuple en disant vouloir changer les choses, notamment les injustices sociales, en voulant défendre les intérêts du peuple. Alexandre Loukachenko répète publiquement qu'il est issu du peuple de par ses origines sociales et qu'il lui est dévoué, ayant été lui-même agriculteur, travaillant pour des fermes collectives, arborant une grosse moustache, parfois charismatique, étant grand et plutôt imposant, parlant régulièrement d'une façon familière. Il veut donner l'illusion d'être un homme du peuple et qu'encore une fois l'intérêt de son peuple est sa priorité. Loukachenko cherche à véhiculer l'image d'un homme comme les autres, aimant le sport, la lecture et les enfants et se faisant appeler le père du peuple. Il aime également se placer dans des situations qui souligne son courage, notamment lorsqu'il se rendit en Serbie alors qu'il était en guerre avec l'OTAN, ou encore récemment pendant les manifestations où on pouvait le voir sortir d'un hélicoptère avec un fusil d'assaut et un gilet pare-balles. C'est surréaliste de voir un président dans ce genre de situation. La fermeté de ses actes et de ses propos, qui inspirent l'ordre et la discipline, vise à montrer qu'il a suffisamment d'autorité pour gouverner la Biélorussie et pour rester intègre face aux menaces qui pourraient peser sur son maintien au pouvoir. Loukachenko est aussi connu pour être une personne faisant des déclarations très polémiques, comme vous pouvez le voir sur ces différents extraits complètement fou. Чтобы понять, как я сплю, со мной надо спать. Понимаете? Ну, извините,
Извините, я не предлагаю это вам. Спасибо, я откажусь. Поэтому вы меня извините, что я так говорю. Какой вопрос, такой ответ, по крайней мере. Я человек не пьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус. Но не на работе. Я желаю вам успехов. Здоровья, не болейте. Сегодня сходите в сауну сухую. Ну, если 2-3 раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при плюс 60 не выдерживает. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Ведь немецкий порядок формировался веками. При Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. Il y a donc d'un côté le Loukachenko simple et proche du peuple, et de l'autre côté le Loukachenko chef militaire, très connu pour ses déclarations violentes. Cela fait aussi partie de sa stratégie de communication, incarner le stéréotype de l'homme fort avec une mentalité conservatrice. Ça permet d'avoir une aura de personne impressionnante, dont on doit avoir peur si l'on est contre lui. Mais maintenant, on va s'intéresser au cœur du sujet. Pourquoi considère-t-on la Biélorussie comme une dictature? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Déjà, il est important de définir ce qu'est une dictature, pour comprendre la situation de ce pays. D'après l'Encyclopédia Universalis, la dictature est un régime politique autoritaire, établi et maintenu par la violence. Elle surgit dans des crises sociales très graves, il s'agit en général d'un régime très personnel, mais l'armée ou le parti unique peuvent servir de base à des dictatures institutionnelles. Et vous allez voir que Loukachenko coche toutes les cases de la définition, et bien plus encore. Comme il l'avait fait pour prendre le plein pouvoir, Loukachenko a aussi réussi à contrôler l'information. En Biélorussie, les journalistes indépendants sont particulièrement menacés. La télévision est contrôlée par l'État et ne laisse aucune place ni à la critique ni à l'opposition. Et les sites d'opposition arrivés avec l'essor d'Internet sont pour la plupart bloqués et les partisans pourchassés. Tout est fait pour que la parole du dictateur soit la seule audible. Les chaînes de télé sont contrôlées par l'État et les reportages que l'on peut voir servent entièrement à la propagande de Loukachenko. Pour avoir parlé à certaines personnes en Biélorussie, la politique est toujours un sujet très sensible. Quand j'ai abordé le sujet des manifestations en 2020 qu'on traitera plus tard, ou bien des journalistes emprisonnés, le malaise et le ton bien plus grave étaient quasiment instantanés. Cela m'a rappelé les moments de gêne en Corée du Nord quand j'essayais d'aborder des sujets délicats avec les guides. Déjà pour commencer, ce genre de sujet ne pouvait être abordé qu'en face de l'autre ou sur des plateformes de messagerie sécurisées, mais dans tous les cas, les Biélorusses que j'ai pu rencontrer sont restés discrets et prudents sur l'avis qu'ils ont sur le gouvernement de Loukachenko. J'ai eu la sensation dans les rares discussions que j'ai pu avoir qu'il y avait une peur fantôme intégrée au quotidien et que la population s'était habituée avec ses règles de survie d'une façon quasi naturelle, tellement cela fait partie de la vie de tous les jours. Et c'est normal, après 27 ans de règne sans partage, énormément de sujets de discussion passent à la trappe. Quand on voit que des personnes se sont fait embarquer par la police pour avoir partagé un avis sur Instagram, on comprend que la peur soit omniprésente. On m'a aussi raconté pendant mon séjour des anecdotes autour de la corruption liée à la dictature, comme le fait qu'un gérant d'un très gros restaurant à Minsk, la capitale, a dû céder son établissement parce que la police et des politiques l'ont menacé et obligé. Il a dû fuir le pays suite à ces menaces. Ou alors des policiers qui ferment les yeux sur certaines choses en échange d'une somme d'argent. Et le côté invisible et tabou de cette dictature, c'est sûrement ce qui m'a le plus surpris en allant dans ce pays. Je m'attendais à une surveillance omniprésente, croiser la police et l'armée très régulièrement dans la rue, qu'on ouvre ma valise, qu'on me questionne sur le but de mon voyage, qu'on me questionne sur tout le matériel que j'ai apporté avec les caméras, la GoPro, le drone, l'ordinateur. Je pensais recevoir quelques questions, mais absolument rien de tout ça. On m'a seulement contrôlé mon passeport, beaucoup plus en profondeur que d'habitude, en feuilletant à la loupe chacune des pages. Hormis cela, je n'ai pas ressenti directement cette ambiance de dictature que j'avais retrouvée en Corée du Nord dès l'entrée. Par contre, durant mon séjour, j'ai remarqué plusieurs personnes dans la rue assez louches. Et avec du recul, et pour en avoir discuté avec des personnes, il y a de fortes chances que cela ait été des policiers en civil. Il faut donc prendre en compte que la police est régulièrement invisible dans les rues de Minsk. Mais ce qui m'aura le plus marqué, c'est cette apparence de ville européenne avec une couche d'ambiance soviétique. Pour avoir déjà été à Varsovie, la capitale de la Pologne, j'ai eu l'impression de retrouver cette ville. Pourtant, Varsovie est une capitale dans l'Union européenne orientée bien plus du côté du capitalisme que du communisme, contrairement à Minsk. Mais c'est aussi dû à l'héritage de l'architecture soviétique, les routes très
très larges, les trottoirs là aussi très imposants, les bâtiments très froids avec peu de couleurs, mais toujours super bien entretenus qui souvent cachent des intérieurs vétustes, en mauvais état. Par exemple, vous pouvez voir ici l'ascenseur qu'il y avait dans le bâtiment de mon logement. Pourtant, le bâtiment de l'extérieur est très bien entretenu. Des rues sans aucun déchet, impeccables, mais des rues sans âme qui donnent l'apparence d'une ville sans histoire. Tout est trop droit, très sombre, très contrôlé. On ne peut que difficilement se douter d'une répression aussi violente du gouvernement en se baladant dans les rues. Voir autant d'enseignes américaines, des Burger King, des McDonald's, des KFC à chaque coin de rue, des centres commerciaux énormes avec du Zara, du Bershka, du H&M, sans oublier des trottinettes électriques à disposition, c'est hallucinant d'être dans l'une des dernières dictatures d'Europe tout en pouvant louer des trottinettes électriques et s'acheter le dernier iPhone. Cela peut paraître très anodin, voire naïf, mais c'est ce qui m'a marqué en premier lieu en arrivant dans ce pays. Le plus représentatif dont je vous parle, c'est ce KFC en plein centre de Minsk, la capitale, juste en dessous d'une énorme fresque communiste. C'est assez fou de voir deux gigantesques symboles que tout oppose à cet endroit-là. Tout cela fait penser à une capitale européenne tout à fait classique. Plus aucune trace de la population qui s'est battue contre l'élection de Loukachenko en 2020. Et pourtant, la dictature invisible ne l'est qu'en apparence. La phrase qui m'a sûrement le plus marqué pendant mon voyage, c'est un Biélorusse qui m'a dit dans une conversation que de toute façon, ils avaient perdu. En disant « il », cette personne faisait référence aux manifestations de 2020, particulièrement violentes. Et s'il y avait une période où la dictature n'était pas invisible, c'est spécifiquement celle-ci. Vous allez voir et surtout comprendre dans cette partie pourquoi le Bélarus est une dictature. L'année 2020 a été l'année des élections présidentielles en Bélarus. Après 26 ans de mandat d'Alexandre Loukachenko, la colère du peuple est devenue de plus en plus visible. Alors qu'au début de son règne, ce dernier avait une réelle base de soutien parmi la population, sa gestion du pays, et notamment celle de la crise du Covid qui a été catastrophique, a fragilisé son pouvoir, ne tenant compte de la gravité de la situation, se moquant même de ce virus comme on peut le voir dans cet extrait. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Спорт, особенно лед, холодильник этот. Антивирусное лекарство, самое настоящее. Son noyau fort populaire qu'il soutenait et qui est en général une population âgée et rurale a été directement et violemment touché par le virus, ce qui lui a fait perdre beaucoup de crédibilité. Des manifestations en 2005 et 2017 ont commencé à émerger, mais ce sont les manifestations en 2020 qui ont réellement marqué les esprits pour à la fois son caractère massif et inédit, mais aussi malheureusement à cause de la répression extrêmement violente du régime en place. L'un des visages le plus importants de ces manifestations est celui d'un homme du nom de Sergueï Tikhanovsky, qui est un blogueur et youtubeur opposé au régime de Loukachenko. Et il a en mai 2020 annoncé vouloir se présenter à l'élection présidentielle. Il se fit connaître grâce à sa chaîne YouTube au nom de Un pays à vivre, qui a pour but de donner la parole aux gens dans la rue autour de la politique. Suite au succès grandissant de sa chaîne, il remarqua de plus en plus souvent des voitures et des personnes louches le suivant lors de ses différents trajets. Les services secrets biélorusses commençaient à le surveiller étroitement. On peut voir dans cet extrait un autre opposant à Loukachenko qui a vécu la même chose. Vous avez vu la voiture qui était derrière nous? Les services nous suivent. À l'arrivée dans la vieille salle des fêtes, le public est clairsemé. Ici, il est encore trop risqué de venir écouter un opposant au régime. Méthode soviétique, ces hommes imbibés d'alcool ont été payés pour saboter le meeting. C'était des agents du gouvernement? Oui, vous avez vu? C'était ces hommes-là qui ont posé cette question et qui sont partis ensuite une fois leur rôle rempli. Après avoir annoncé publiquement sa volonté de se présenter, il est arrêté et relâché plusieurs fois jusqu'à ce qu'on invalide le fait qu'il puisse se présenter aux élections. Pour contrer cela, c'est sa femme, Svetlana Tikhanovskaya, qui se présente aux élections avec l'aide et le soutien de son mari. Mais finalement, Sergueï Tikhanovsky se fait arrêter définitivement en mai 2020 et est encore en prison pour événements troublant l'ordre public, ce qui est tout simplement un prétexte pour l'écarter publiquement. En août 2020, les résultats viennent de tomber et le régime annonce Loukachenko vainqueur avec 80,1% des voix contre seulement 10% pour Svetlana. Pour cette dernière, les résultats ont évidemment été truqués. Certaines études estiment qu'elle aurait en réalité 75 à 80% des voix. La plupart des pays occidentaux et l'Union européenne ne reconnaissent pas Alexandre Loukachenko comme président de la Biélorussie. Face à cette tricherie flagrante, des manifestations éclatent dans les rues de Minsk et des milliers de personnes descendent dans les rues. C'est d'ordinaire quelque chose qui arrive après chaque élection, mais cette fois-ci l'ampleur du soulèvement est inédite en Biélorussie. Des centaines de milliers de personnes manifestent dans les rues, demandant à Loukachenko de partir. Pour un pays de 10 millions d'habitants, voire autant de monde dans les rues, c'est du jamais vu. Il faut dire qu'en août 2020, le contexte est différent. La population est non seulement scandalisée par la tricherie aux élections, mais aussi par la gestion catastrophique de l'épidémie de Covid-19. Le pays est le seul en Europe à n'avoir pris aucune mesure contre l'épidémie.
épidémie. Mais aussi la population est sous le choc de la violence policière sans précédent qui s'abat sur les manifestants. Des milliers sont arrêtés les premiers jours. Les médias étrangers rapportent des cas de viol, de torture. Pendant l'année 2020, 35 000 citoyens biélorusses ont été placés en détention administrative. Plus de 4 690 personnes ont été poursuivies ou font face à des accusations criminelles. Entre 8 et 15 personnes sont mortes et l'humiliation et la torture par la police sont devenues une pratique quotidienne. Des manifestants témoignent en sortant de prison les sévices qu'ils ont subis. Certaines de ces images sont tellement violentes et dures que je ne peux pas vous les montrer sur YouTube. Les récits des personnes qui ont réussi à sortir de prison sont glaçants. Les personnes sont entassées dans des pièces pouvant normalement accueillir une dizaine de personnes, mais sont une centaine. La police les frappe très violemment jusqu'à avoir des hématomes qui recouvrent entièrement le postérieur. Ils sont aussi obligés de rester sur les genoux pendant des heures, les mains attachées derrière le dos. On est vraiment sur un mode opératoire de torture pour briser le mental des manifestants. On peut voir sur des vidéos provenant de médias de l'opposition des membres de la police emmener de force des manifestants, d'autres détruisant une voiture sans raison apparente, ou encore une autre embarquant un homme dans une voiture d'une façon très violente. Face aux manifestations, le dictateur accuse une fois de plus les puissances étrangères. Pour lui, tous ces rassemblements ne sont que des ingérences, des menaces venues de l'extérieur, et les manifestants sont eux des terroristes, des ennemis de l'intérieur. Malheureusement, la répression de l'armée et de la police fut elle aussi de plus en plus forte. Plusieurs personnes sont décédées suite aux violences policières. Une personne a même été abattue en pleine manifestation. On peut le voir, le t-shirt ensanglanté, les mains vides tombées sans vie. Pour garder la main mise sur la situation, l'État biélorusse a durant plusieurs manifestations coupé Internet dans tout le pays pour éviter de donner des informations entre manifestants mais aussi à l'étranger. Les personnes partageant des articles contre Loukachenko ou s'exprimant sur les réseaux sociaux ont été arrêtées par la police et emprisonnées. Certains ont même dû fuir le pays pour de simples stories Instagram. Alexandre Loukachenko se permet autant de liberté dans cette violence, notamment grâce au soutien de ses alliés. Il a avec lui comme allié contre ce soulèvement la Russie de Vladimir Poutine. Même s'il l'avait accusé de vouloir déstabiliser les élections, Loukachenko sait que Poutine ne supporterait pas de perdre son influence en Biélorussie, qui constitue pour lui un rempart entre la Russie et l'Europe. La Russie va aider à hauteur de 1,5 milliard pour par exemple remplacer les grévistes dans les usines et combler l'impact de leur mouvement. Poutine va également créer une police de réserve pour Loukachenko. La note est élevée pour la Russie, surtout pour un dictateur qui ne ménage pas ses critiques. Mais Poutine n'a pas vocation à sauver Loukachenko, mais surtout le régime en place, qu'il craint de voir tomber entre les mains de personnes comme Svetlana, qui se rangerait du côté de l'Union européenne. Loukachenko fait en sorte de jouer sur les deux tableaux. Si la Russie ne soutient plus vraiment la Biélorussie, le dictateur reprend contact avec l'Union européenne. Et dès que c'est l'Union européenne qui inflige ses sanctions, il reprend contact avec la Russie. Pour Svetlana, durant ces manifestations, la pression devient de plus en plus dure à tenir. Dès le lendemain des élections, elle dénonce publiquement la triche de Loukachenko et décide de se rendre avec son avocat au comité central des élections pour déposer une plainte officielle. Elle décide d'y aller malgré les nombreuses menaces qui pèsent sur elle. Déjà, la veille du scrutin, le régime a fait arrêter Maria Kolesnikova, l'une des 3 candidates, ainsi que la porte-parole de Svetlana, Maria Moroz. Les enfants de Svetlana ont quant à eux dû quitter le pays pour être à l'abri et en sécurité. Après être entrée dans l'immeuble, Svetlana ne donne plus de nouvelles à ses proches et collègues et reste dans le bâtiment pendant des heures. Ses soutiens pensent qu'elle a été arrêtée ou que quelque chose de pire a pu lui arriver. Mais Svetlana finit enfin par sortir et va alors déclarer « J'ai pris ma décision ». Dès le lendemain de cette journée, on annonce que Svetlana a quitté le pays et est partie rejoindre ses enfants réfugiés en Lituanie. Le jour de son arrivée en Lituanie, le régime biélorusse diffuse une vidéo de Svetlana. On la voit assise, récitant machinalement un discours demandant aux gens de ne plus manifester et d'accepter la victoire de Loukachenko. Voilà ce qui expliquait sans doute les heures passées au comité central des votes la veille. Menacée de toutes parts, ayant sa famille en danger et son mari en prison, il faut rappeler que Svetlana n'est pas destinée à la politique. Professeur d'anglais ayant décidé de remplacer son mari au dernier moment, symboliquement et par principe, la voilà propulsée chef de l'opposition et leader d'un des plus grands mouvements de contestation de l'histoire du pays. Je vous en ai un peu parlé au début de la vidéo, j'avais pour projet, après être allé en Biélorussie, de contacter des opposants politiques à Alexandre Loukachenko. J'ai finalement réussi à rencontrer fin décembre Svetlana Tikhanovskaya, c'était vraiment pas facile d'avoir ce rendez-vous. En tant qu'opposante numéro 1 de la dictature en Biélorussie, vous doutez bien que son équipe fait très attention. J'ai donc dû en express me rendre à Vilnius en Lituanie pour l'interviewer. J'ai aussi pu, pendant mon voyage, interviewer une réfugiée politique qui a fui le pays après avoir été emprisonnée en Biélorussie. Il faut aussi que je vous parle d'un événement plutôt troublant. La veille de mon départ en Lituanie, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. À 16h53, j'ai reçu un appel d'un numéro biélorusse. Je n'ai pas pu répondre, je n'avais pas mon téléphone sur moi, mais je vous avoue que quand j'ai vu ça, j'ai cru halluciner. Il faut savoir que je suis rentré de Biélorussie mi-octobre. Ça fait donc 2 mois. Et la veille de mon départ en Lituanie, je reçois un appel d'un numéro biélorusse. Je sais pas ce que ça signifie, dans le meilleur des cas, c'est une démarche commerciale après avoir laissé mon numéro quelque part quand j'étais à Minsk, mais le timing rend la chose improbable. Je vous avoue avoir réfléchi quelques minutes en pesant le pour et le contre pour aller en Lituanie et rencontrer Svetlana, mais n'ayant aucun autre signal d'alerte, j'y suis quand même allé. Je suis tout de
de même curieux de savoir ce qui serait passé si j'avais pu répondre à l'appel. On le saura probablement jamais. Mais vous comprenez maintenant pourquoi j'ai essayé de prendre beaucoup de précautions, notamment en contactant les opposants après mon retour en France. Ces interviews vont vous permettre de mieux comprendre concrètement en quoi ce pays est une dictature. You know, it is a difficult question to explain who I am for audience that doesn't know the situation in Belarus, but just in a couple of words, we have one person in power, Lukashenko. He's dictator, and we lived for many years in fear in our country, because in the past, after fraudulent elections, there were crackdowns on the uprising, people went to jail. I was like ordinary housewife, I wasn't in politics, I was bringing up my children. I was dedicated to my family. My first step was only for love to my husband. I didn't have any intention to participate in elections, you know, be the leader for people. You know, Central Election Commission registered me as candidate because they wanted to make love of me, because nobody would vote for a housewife, for woman. People woke up really and they wanted to see somebody not cruel, ordinary person who could bring country for changes. I am an asylum seeker here in Vilnius since November last year as a consequence of being kidnapped in Minsk. Once I was just heading to the protest nearby the area where I live, just in the city. 3 unknown Chechen men surrounded me. One wore balaclava to hide his face, and they grabbed my hands and asked me to go to the car. I didn't know how to react. I was deeply shocked. I just followed them because I was afraid if they use any kind of physical violence, which they normally do during the detention of the protesters in Belarus. And in the car, they grabbed my phone, started scrolling through my personal chats, through my personal pictures and selfies, and mocking me with those. On election on the 9th of August of 2020, most of people voted for me. But of course, as usual, Lukashenko declared that he had 80% of support. But this time we used IT technologies for alternative counting of votes. And according to this accounting, you know, of course, Lukashenko lost. And people, after fraudulent elections, people went out to the streets to show that we are not agree with the results. And since August, people went to the demonstrations every weekend. And after elections, the first 3 days, about 30,000 people have been detained. And the regime made hell in Belarus. He was beating, torturing people. And in 3 days after elections, people started to leave centers of detentions, like blue people with a lot of bruises, and we saw the cruelty of this regime. And when I asked the question, where are we going, they said that we are heading towards the Russian border and that I'm going to be a subject of the group rape. And I was asked such questions as, why don't you like your country? Who pays for your participation in the protests? We cannot have someone else's wife in our country, so we're gonna have you today, and different threats like this. Indeed, we left Minsk ring road, and I got really terrified because it was like in the movie, me, 3 unknown men, and only 2.5 hours later they dropped me to the detention center. You know, at that moment when I discovered myself in cabinet with 2 high-ranked officials, I have never dealt with policy. I have never dealt with KGB people. Everything in election campaign was so fast, nobody understood that I also need some explanation what could happen after this. You know, I wasn't expected, you know, to see myself in front of to people who know how to psychologically appeal, you know, how to psychologically influence you. You know, they like started to explain me how women in jails are treated, that your children will be in orphanage, your husband already there. By the way, on the 9th of August, we didn't have internet in Belarus. They shut up the internet, and I didn't know what was going on in the streets. And at that moment, I think that my internal mother won, and I chose to be with my children.
Was it mistake or not, you know, we can't change history. But it was a very difficult decision for me. I spent there 3 hours trying to explain that people want changes. Why don't you allow people to change our country for better? They told me that they will bring me to the border, but before this I have to shoot this video. I did this, but you know, I realized that people, of course, will not believe everything because it was usual practice for our KGB people, these so-called confessions. So I left the country, and maybe 1-2 days I was like half-consciousness in a very poor psychological state. But I saw that people are going out to the streets, that people are harshly beaten and tortured, and just you can't give up, as you couldn't give up before. It was quite a torture experience because they would wake us at 6 in the morning and give us a strong command to stand up and to roll our mattresses, put them all in the second level of our beds, and for the whole day till 10 p.m. when they would repeat the procedures because the lights are on for 24 hours and there are cameras everywhere. We couldn't sit on our beds. We had wooden benches in the middle, not enough for everyone, in a very, very narrow, overcrowded cells. And many times we didn't have enough of sleeping spots, so it was, for me, 2 nights on the floor and 1 night shared with another girl. And the fact that they deprived us of medicine when we got poisoned, or even of clean water that was obviously provided by the Red Cross, but just not delivered to us. The fact that they deprived us of parcels and even of pens during the preparation to the court hearing, for me, is identified as torture, obviously. It's very difficult to define what is safeness. You're not safe because your husband is a hostage. You don't know how long the regime's hands are, if they can get you here or not. You know, when Ryanair hijacking happened, I was at the same flight a week before, and I could be on Roman Protasevich place. No, you can't think about yourself, about, you know, are you safe or not? People in jails are not safe. People in jails are still tortured, and, you know, my husband was sentenced to 18 years. Can't think about your life. Aujourd'hui, dans les rues de Minsk, tout a l'air plus calme. On a même l'impression que rien ne s'est passé. Comme dans tous les régimes autoritaires qui ont connu des contestations, les autorités ont fait attention d'effacer toutes les traces et les souvenirs du soulèvement. Dans les rues, il n'y a plus de tags, plus de rubans blancs et rouges en référence à l'ancien drapeau d'avant Loukachenko. Le soulèvement a été effacé. Il vient d'ici mon sentiment de dictature invisible. La répression a été tellement forte que la trace de lutte a été effacée physiquement tout en restant très ancrée dans l'esprit des gens. J'ai cherché en parcourant les rues un reste de ces manifestations. Un tag sur un mur, des autocollants sur des poubelles, des couleurs représentant le drapeau blanc et rouge porté par l'opposition qui symbolise l'ancien drapeau de la Biélorussie avant Loukachenko. Mais non, je n'ai rien trouvé de tout ça. Ce que j'ai vu à la place, c'est des drapeaux un peu partout, un palace érigé par Loukachenko pour sa demeure qui a coûté une fortune à l'État, un gigantesque porte-drapeau à côté qui lui aussi a coûté une fortune, des rues et des routes très propres, très peu de police dans les rues, une personne ne connaissant pas les manifestations de 2020 et la dictature en place ne peut pas se douter une seconde du climat de ce pays. La grandeur des rues et des trottoirs est quelque chose d'assez remarquable quand tu viens de France. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les pays soviétiques. D'ailleurs, c'était assez impressionnant comment tout le monde respecte les feux rouges en tant que piéton. Ça vient d'une culture différente, mais aussi de routes tellement larges qu'il est difficile de les traverser rapidement. Le calme ainsi que la sécurité la nuit m'a marqué. Avec une police et une justice très dures dues à cette dictature, l'un des seuls avantages est la sécurité. J'ai demandé à plusieurs femmes biélorusses, elles m'ont expliqué qu'elles n'avaient aucun souci à rentrer seules le soir. Chose que j'ai personnellement ressentie en me baladant tard. Le coût de la vie est assez bas. Pour vous donner une idée, 1 rouble biélorusse équivaut à environ 30 centimes d'euros. Donc tous les prix en magasin sont divisibles par 3. Le taxi, les fast-food, les restaurants, les supermarchés ont des tarifs peu élevés comparés à la France. Bien entendu, cela est dû au salaire bien plus faible en Biélorussie. Dans cette capitale, le régime a petit à petit repris la main sur tout. Il faut dire qu'il a été particulièrement strict. La moindre petite provocation menait à la répression. Quand les grandes manifestations se sont essoufflées, les manifestants ont essayé de trouver des nouveaux moyens de manifester. Par exemple, ils avaient essayé de manifester sur les routes en incitant les gens à klaxonner dans leur voiture
en signe de protestation. Mais les autorités ont fait passer une loi spécifiant que toute utilisation non justifiée d'un klaxon pourrait donner lieu à un retrait de permis. Chaque rébellion, même la plus symbolique, devait être interdite. Certains faits divers rapportent des histoires encore plus incroyables, comme cette jeune fille qui portait des chaussettes de sport blanc à liseré rouge et s'est fait arrêter dans la rue car cela rappelait le drapeau de l'opposition. Ou plus absurde, un homme poursuivi en justice pour avoir laissé apparaître un carton de télévision LG qui ressemblait vaguement aux couleurs de ce drapeau. Le régime a petit à petit repris le contrôle et a tout étouffé. Les journalistes biélorusses sont persécutés. Plus de 800 sont emprisonnés à ce jour. Et bien entendu, leur détention est rythmée par des violences et des tortures régulières. Un de ces journalistes, pendant son procès, a décidé de se perforer la gorge avec un stylo en pleine séance. Cela vous montre le niveau de détresse de ces personnes. Mais vous allez maintenant voir jusqu'où Loukachenko peut aller pour faire taire la révolte, notamment avec l'affaire de Roman Protasevich en mai 2021. Aujourd'hui, alors que l'opposition est en exil à Vilnius, la capitale de la Lituanie, on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont en sécurité. Cela fait en réalité plusieurs mois que les manifestants réfugiés politiques craignent pour leur vie. Notamment que Loukachenko ne trouve un moyen de leur faire payer leur statut d'opposant, via des attaques terroristes ou des assassinats ciblés. Et les manifestants ont de quoi avoir peur, notamment depuis l'affaire Roman Protasevich. Peu de temps après son arrestation, la presse internationale cherche à obtenir des nouvelles de Roman Protasevich. Et c'est le régime lui-même qui va leur en donner. Lors d'un entretien mis en scène par la télévision biélorusse, Roman apparaît visiblement affaibli et le maquillage couvrant à peine les traces de sa torture. Pendant cette interview, il dit avouer ses crimes, vante la politique de Loukachenko et reprend toute sa rhétorique sur l'opposition contrôlée par des puissances étrangères. La séquence ressemble au procédé classique de mise en scène d'aveux forcés des opposants politiques aux dictatures. Certains pays toutefois comme la Russie font eux campagne contre le journaliste, l'accusant d'avoir fait partie de groupes nazis ukrainiens et font courir la rumeur dans les médias occidentaux. Pour appuyer son histoire, le régime a mis en scène en juin dernier une conférence de presse avec Roman lui-même. Il y déclare « Je suis en sécurité, ce n'est pas le cas de mes parents. Ils sont contrôlés par des politiciens, ils peuvent rentrer à la maison en Biélorussie. On ne saura jamais quelles menaces ou quelles tortures ont été utilisées par le régime de Loukachenko. » Pendant cette conférence de presse, une journaliste se lève et déclare « Roman, je compatis avec toi et c'est le cas de beaucoup de tes collègues au Bélarus. Je n'imagine pas ce qu'ils ont pu te faire, je ne crois pas un seul de tes mots. Tiens bon, ne t'en fais pas. » Cette journaliste a été depuis contrainte à l'exil. Loukachenko a tout intérêt à envoyer ce message aux opposants en exil. Peu importe où ils se trouvent, ils seront toujours menacés d'une manière ou d'une autre par le régime. C'est notamment le cas d'une affaire très sombre et louche qui s'est déroulée en Ukraine en août 2021. Vitali Chikov, le directeur d'une ONG aidant des opposants au régime biélorusse, a été retrouvé pendu. D'après son organisation, Vitali Chikov n'avait aucune raison de se suicider. Ils avaient reçu plusieurs alertes de sources locales et de personnes en Biélorussie sur des menaces d'enlèvement et de liquidation. Tout porte à croire que c'est un groupe d'agents biélorusses qui a maquillé ce meurtre en suicide. Néanmoins, cette arrestation ainsi que ce suicide très louche a un prix pour Loukachenko. Celui d'abord d'aggraver ses relations avec l'Europe, qui multiplie les sanctions à son encontre, mais aussi d'aggraver ses relations avec la Russie, pour qui il devient de plus en plus compliqué de soutenir un dictateur pouvant paraître parfois incontrôlable. Mais ce dont je vous ai pas encore parlé, ce sont les réponses qu'a apporté le dictateur à ces sanctions. Car en effet, Loukachenko n'a pas envie de se laisser faire. Cela fait sans doute plusieurs semaines que vous avez entendu parler de la crise des exilés aux frontières de l'Europe. Eh bien sachez que celle-ci a un lien direct avec le régime de Loukachenko. Afin de forcer les pays européens à lever les sanctions sur son régime, Loukachenko a décidé d'utiliser la pression migratoire sur la Pologne et la Lituanie, et donc par extension sur l'Union européenne. Depuis plusieurs mois, le régime fait venir des milliers d'exilés, venus de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan ou de Turquie, jusqu'à la frontière de l'Union européenne. Depuis, des milliers d'exilés, dont de nombreux enfants, sont entassés à la frontière, dans des conditions inhumaines à cause du froid et du manque de ressources. Ces exilés qui fuyaient déjà la pauvreté ou la guerre se retrouvent à tenter leur chance à cette frontière avec l'aide du régime biélorusse. Les intérêts de Loukachenko sont très clairs. Il s'agit de créer une crise humanitaire et faire peser le poids de cette dernière sur les pays européens s'ils n'acceptent pas d'accueillir ces milliers d'exilés. Si en revanche ils acceptent, certains États craignent que Loukachenko n'accentue le transit d'exilés vers les pays européens, augmentant le nombre d'entrées illégales ou additionnant les contraintes d'accueil. Loukachenko compte sur l'indignation des citoyens européens favorables à une aide humanitaire. On peut notamment voir des interviews d'enfants en pleurs totalement trafiqués, avec par exemple cet enfant à qui on envoie de la fumée de cigarette dans les yeux pour qu'il puisse pleurer dans l'interview d'un journaliste envoyé par le gouvernement biélorusse. Les militaires biélorusses font tout pour que les migrants puissent passer la frontière. Ces migrants arrivant en Biélorussie sont envoyés de force en Pologne, puis en Pologne, ils sont envoyés en Biélorussie. Ce ping-pong humain se répète sans cesse sans que ces personnes puissent trouver de solution. Les militaires biélorusses refusent même de les laisser repartir dans la capitale biélorusse pour reprendre l'avion. Pendant mon
mon séjour en octobre 2021, j'ai aperçu le début de cette vague migratoire. Vu qu'on était au tout début de cette crise, je n'avais pas bien compris ce que je voyais. Je trouvais cela très étrange, autant de personnes venant de pays de Moyen-Orient, surtout qu'ils étaient en général dans les rues de Minsk avec de gros bagages et en groupe. J'ai notamment vu des personnes venant d'Irak être dans le même avion que moi provenant de Turquie. Pour en avoir discuté avec des Biélorusses pendant mon voyage, ils m'ont expliqué que le régime biélorusse demande de très grosses sommes d'argent pour faire passer des migrants et qu'à l'époque, ils voyaient arriver de plus en plus de migrants dans la capitale. En plus de jouer avec des vies humaines, il y a un réel business derrière faisant payer plusieurs milliers d'euros le fait de pouvoir arriver en Biélorussie et être emmené à la frontière polonaise. Les migrants amassés à la frontière polonaise et lituanienne sont dans d'horribles conditions. Le froid de l'hiver est arrivé et pourtant beaucoup d'eux dorment dehors sous la neige. On retrouve régulièrement des corps de migrants décédés par le froid, la maladie, la faim. Parmi eux se trouvent régulièrement des femmes mais aussi des enfants. Actuellement, la situation est toujours critique. Des centaines de migrants sont toujours bloqués aux frontières en plein hiver avec très peu de moyens. La menace d'un drame autour des migrants, voire d'un drame entre les militaires biélorusses et polonais ou lituaniens, est une possibilité à ne pas écarter. À côté de ça, même si la grande majorité des pays ne reconnaissent pas Loukachenko comme président, la situation reste très délicate. Hormis accentuer des sanctions économiques très fortes, envisager quelque chose de militaire ne fait qu'aggraver la situation. Surtout que le président de la Russie, Vladimir Poutine, est leur allié numéro 1. Il est certain que des manifestations vont encore se produire en Biélorussie. Mais après que des dizaines de milliers de manifestants se soient enfuis, la lutte contre Loukachenko à l'intérieur du pays est encore plus difficile. Le dictateur n'hésite pas à viser en priorité les intellectuels et les gros noms des personnes luttant contre le gouvernement actuel. Au final, mon voyage dans cette dernière dictature d'Europe a été très particulier. Je pensais trouver quelque chose d'assez cliché dans l'idée de ce que l'on se fait d'une dictature. Mais au final, le calme et la tranquillité de Minsk m'a fait réaliser que la dictature c'est surtout ça. Une façade calme qui cache des atrocités pour contenir son peuple. On ne sait pas trop ce qui va se passer dans les futures années. Mais ce qui est certain, c'est que Loukachenko ne souhaite pas laisser sa place et l'opposition continue à lutter contre cette dictature en place. À mon sens, la situation de 2020 risque de se répéter une nouvelle fois, au moins lors des prochaines élections, ou peut-être avant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour la préparer, mais j'y ai mis tout mon cœur. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire et de vous abonner, ainsi que de surtout partager la vidéo, c'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao tout le monde.